Bonjour à tous, bienvenue au Hub des territoires. Je suis Marie Aristide, chargée de mission au Hub, et je suis ravie de vous accueillir avec la direction du réseau de la Banque des territoires pour cette deuxième matinale Europe et territoires qui traitera de la coopération transfrontalière territoriale organisée en partenariat avec la mission opérationnelle transfrontalière. Cette séquence donne suite à la première matinale Europe et territoires de vendredi dernier qui portait sur les financements européens dans les territoires. Le lien du replay est dans le chat. Avant de débuter, quelques mots sur le Hub. Le Hub, c'est un dispositif et un lieu qui incarne la stratégie écosystème de la Banque des territoires. Il est dédié à vous, territoires, acteurs de l'écosystème et partenaires publics et privés. La raison d'être du Hub des territoires est d'inspirer, rassembler et concrétiser les réussites territoriales. Pour ne rien rater de notre programmation, je vous invite à vous abonner à notre newsletter et à consulter la page agenda. Les liens sont dans le chat. Je laisse maintenant la parole à Pascal Pouzet, chargé de partenariat à la Banque des territoires, qui va vous présenter davantage notre partenariat avec la mission opérationnelle transfrontalière. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc au sein du Hub des territoires. Et effectivement, comme le disait Marie, bienvenue pour des matinales Europe et territoires. Nous avons souhaité donc nous saisir de l'opportunité de la présidence française de l'Union européenne pour vous proposer un événement sur l'Europe et qui se composait de deux événements, donc une matinale qui a eu lieu vendredi dernier, comme l'a rappelé donc Marie, sur les financements européens, et celle de ce matin qui aura pour sujet la coopération transfrontalière. Cet événement a été conçu avec la mission opérationnelle transfrontalière, la MOT, qui est un partenaire historique de la Banque des territoires, puisque nous la soutenons depuis sa création en 1997. La MOT, et là je parle sous le contrôle de Jean Perroni, le directeur général de la MOT a pour mission de faciliter la réalisation de projets transfrontaliers en apportant son expertise auprès des porteurs de projets, mais aussi de faciliter la mise en réseau et l'aide à la définition de stratégies en matière de coopération transfrontalière, et ce, dans un contexte de mise en œuvre des politiques européennes. C'est la raison pour laquelle la MOT nous est apparue comme un acteur pertinent pour nous accompagner dans nos réflexions sur les sujets Europe et transfrontaliers. Donc la matinale qui va se commencer se déroule donc en table ronde qui va se composer de deux temps. Un premier temps qui sera de vous présenter les enjeux de la coopération transfrontalière, qui est donc assuré par Jean Perroni, directeur général de la MOT. Et un second temps qui sera de vous présenter la mise en œuvre d'une coopération transfrontalière territoriale, en l'occurrence sur le territoire de métropole de Nice, qui sera assurée par Sébastien Viano, directeur général adjoint des services de la région Sud. Je rappelle que cette séquence est aussi un lieu d'échange, dont vous pouvez à tout moment réagir, poser des questions par le biais du chat. Cette séquence aura lieu à l'issue de la table ronde et sera animée par Raffaele Viaggi de la MOT. Donc, sans tarder, nous allons commencer. Je passe la parole à Jean, qui va donc vous présenter les enjeux de la coopération transfrontalière. Je te laisse la parole, Jean. Bonjour à toutes et à tous. Merci Pascal pour cette introduction. Nous sommes très heureux de participer à ces matinales des territoires aux côtés de la Banque des territoires. Donc je vais évoquer, donc c'est à moi de passer les slides. Je vais évoquer la coopération territoriale européenne, donc ce qui veut dire la coopération entre collectivités ou acteurs locaux par-delà les frontières à l'intérieur de l'Europe. Je vais
commencer par évoquer la coopération transfrontalière, donc plutôt à l'échelle locale de la bande frontalière, mais j'élargirai mon propos à des échelles plus larges. Alors tout d'abord, donc la coopération transfrontalière, quelques données de cadrage. Ce qu'on appelle transfrontalier représente à peu près 40% du territoire de l'Union européenne. C'est en fait la bande terrestre ou maritime qui relie chaque pays aux pays voisins. Ça représente une quarantaine d'agglomérations transfrontalières en Europe. Il y a 20 000 km de frontières internes à l'Union européenne. Un Européen sur 3 vit dans un espace frontalier. Et une réalité mal connue, mais très forte, c'est qu'il y a 2 millions de travailleurs transfrontaliers en Europe, dont 20% vivent en France. Pour la France, c'est 400 000 personnes concernées chaque jour. Alors voilà un petit zoom justement sur cette réalité, alors qui n'épuise pas la réalité de cette intégration transfrontalière en cours, mais qui est quand même assez frappante. On a ces 400 000, ou même certains disent 500 000, parce que c'est pas toujours connu précisément, qui sont donc des personnes qui habitent du côté français et traversent chaque jour, qui peuvent être d'ailleurs soit des Français, soit des personnes d'un autre pays qui résident en France et qui retournent travailler chez elles, si je puis dire. Et donc on voit que cette réalité est très forte, en gros, dans le quart nord-est de la France, depuis les Hauts-de-France jusqu'à Genève. Il y a aussi un cas un peu particulier qui est celui de Monaco. Mais donc les deux frontières où ces flux sont particulièrement intenses, c'est avec la Suisse et avec le Luxembourg. Alors, quelle est cette réalité des territoires transfrontaliers? En fait, on travaille à 3 niveaux. On a une première échelle qui est vraiment l'échelle de la vie quotidienne, où on a, selon les frontières, des agglomérations transfrontalières, mais aussi des espaces périurbains, voire des espaces naturels, bien entendu, notamment sur des frontières comme celle des Alpes ou des Pyrénées. Et là, en fait, compte tenu de l'ouverture des frontières au sein de l'Union européenne, on a en fait des espaces où la frontière tend à disparaître et où peuvent se développer non seulement des flux de personnes qui franchissent quotidiennement la frontière, mais aussi des services publics transfrontaliers, des liaisons ferroviaires ou des tramways transfrontaliers. Et on a cette vie, je dirais, locale qui, bien sûr, a vocation à être gérée, accompagnée par des collectivités qui travaillent ensemble, des services techniques, des organismes publics ou privés qui favorisent cette intégration transfrontalière. Mais voilà, la frontière est toujours là et on s'en est rendu compte, notamment à l'occasion de la crise sanitaire, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et on a en fait une deuxième échelle qu'il faut bien aussi avoir en tête, qui est que les frontières séparent des États, que les systèmes nationaux souvent se tournent un peu le dos. Il y a bien évidemment entre la France et ses pays voisins une dynamique positive, y compris au niveau des gouvernements, mais il y a quand même des systèmes qui, au départ, ne sont pas interopérables et qui ont tendance à s'ignorer. Et les espaces frontaliers, par définition, sont périphériques. On ne pense pas toujours, quand on prend des mesures au niveau national, à traiter le cas frontalier. Et bien sûr, il y a une troisième échelle. Et donc là, il importe, j'en dirai un mot tout à l'heure, d'améliorer, d'outiller en liaison avec les collectivités locales ce que font les États entre eux sur chaque frontière. La troisième échelle, c'est bien sûr l'Europe. On a la chance, et dans l'actualité, on voit bien ce que ça peut représenter. On a la chance d'être dans un projet européen avec des institutions européennes qui, bien sûr, favorisent l'intégration transfrontalière au travers déjà du marché intérieur, mais aussi de programmes spécifiques comme Interreg, dont je dirai un mot tout à l'heure. Et là, on a malgré tout encore des efforts à faire, parce que là aussi, de grandes politiques
politiques qui sont développées à l'échelle européenne, en matière de transport, d'environnement, de climat et autres, ne prennent pas toujours assez en compte cette réalité très spécifique des territoires transfrontaliers. Donc voilà ces 3 échelles. C'est là où, du coup, je suis amené à dire un tout petit mot de la mission opérationnelle transfrontalière, qui est un outil à votre service, au service des acteurs locaux de la coopération de part et d'autre des frontières. On travaille dans un esprit transfrontalier et européen et pas exclusivement français, même si notre siège est à Paris pour travailler sur l'ensemble des frontières. On a d'abord au niveau local un réseau de plus de 90 adhérents ce qui représente aussi un lien avec 10 pays, puisque tous les pays voisins de la France, y compris des petits comme Monaco ou l'Andorre. On a donc pas toutes les collectivités, mais la plupart des grandes collectivités ou plus petites aux frontières, régions, départements, communes ou groupements. On a toute une série d'acteurs locaux, ça peut être une chambre de commerce, ça peut être une agence d'urbanisme, voilà. Et on a donc ce niveau local, y compris avec des membres non français, aussi bien la région wallonne ou le canton de Genève ou la généralité de Catalogne. Et on a également donc le niveau national, parce que c'est là où, comme je le disais tout à l'heure, pour agir aux frontières, il nous faut aussi non seulement l'autorisation, si je puis dire, mais le soutien actif, proactif des organisations nationales, enfin des États, et puis de leurs services, par exemple les services déconcentrés. Et donc au niveau national, nous avons un partenariat institutionnel avec historiquement l'Agence nationale de cohésion des territoires, à l'origine la DATAR, avec des ministères, dont le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, également la direction des collectivités locales, maintenant sous le même chapeau politique ou gouvernemental que la NCT. Et puis, last but not least, la Banque des territoires, qui est un partenaire historique, mais aujourd'hui encore très important, et c'est pour ça que je me réjouis d'être là avec vous aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est que ces organisations, au niveau national et avec leurs services déconcentrés, travaillent pour vous sur les enjeux frontaliers. Et la MODE peut appuyer tant ces organisations, ces structures, que vous-même directement. S'il y a des questions, vous pourrez nous les poser tout à l'heure. Enfin, on travaille à l'échelle européenne, bien entendu, avec les institutions qui sont déterminantes, comme la Commission, le Comité des régions ou le Parlement, mais aussi avec des organisations qui sont un peu nos équivalents ou nos partenaires dans d'autres pays ou à l'échelle européenne. Je n'ai pas le temps de vous les présenter, mais sachez qu'on est également présent dans ce niveau européen pour faire évoluer les politiques concrètement en faveur des territoires transfrontaliers. Alors, je vais donc vous donner quelques exemples et quelques éléments de problématiques de ces coopérations territoriales. Quelques exemples qui sont connus, mais pas forcément de tous, puisque les acteurs locaux les connaissent bien, mais d'autres qui ne sont pas sur la frontière peut-être ne les connaissent pas. En matière de mobilité, là je vous montre 2 réalisations assez spectaculaires. On a le tramway de Strasbourg-Kehl, donc Strasbourg est une métropole frontalière dont une partie de la banlieue se trouve de l'autre côté du Rhin, avec une ville allemande d'une 50aine de milliers d'habitants. Il y a un système bien connu de tramway à Strasbourg assez performant qui avait logiquement vocation à franchir le Rhin pour aller jusqu'au centre-ville de Kehl. Ça existe maintenant depuis quelques années. Ça marche très bien et c'est donc l'accès pour cette banlieue allemande à tout le système strasbourgeois et réciproquement. Il peut y avoir aussi un intérêt pour les Strasbourgeois de franchir le Rhin. Ça a été quand même assez compliqué. Et donc, je vous dirai tout à l'heure quelques éléments pour vous montrer qu'il faut encore améliorer probablement les outils de cette coopération. C'est compliqué de faire un tramway transfrontalier et c'est pour ça qu'il faut justement unir les forces, que ça soit en termes de financement, mais aussi d'ingénierie. Et on peut le faire pour vous. Un autre exemple, c'est sur Genève. Donc Genève, grande ville, voire ville-État suisse, dont la banlieue est
est largement situé en France. On avait 2 systèmes de transport régionaux, bien entendu, du côté français et du côté suisse. Depuis la réalisation d'un barreau manquant entre Genève et Annemasse, on a non seulement une nouvelle liaison, mais en fait on a une interconnexion totale des 2 systèmes, et on a aujourd'hui un système de RER transfrontalier couplé avec des tramways, des bus, et avec une interopérabilité en termes de billettique, etc., qui fait que cette grande agglomération transfrontalière a les moyens de ses ambitions, avec un système de transport très, très performant. Là aussi, ça n'a pas été simple, mais on peut y arriver. Et d'ailleurs, la Banque des Territoires est partenaire non seulement des différents acteurs français, bien sûr, comme partout, mais également dans une dynamique transfrontalière avec le pôle métropolitain du Genevois français qui fédère les énergies du côté français. Alors voilà, ces quelques exemples. Vous pourrez poser des questions, bien entendu. Une autre catégorie de politique publique très importante pour les territoires, c'est la santé. Et donc, rapidement, sur la droite de la diapo, vous voyez un hôpital transfrontalier qui est considéré comme quelque chose d'assez exceptionnel en Europe, mais il y en a d'autres. L'intérêt, donc, c'est le plateau Cerdan, donc un territoire très différent, un territoire plutôt rural, une zone, je dirais, naturellement transfrontalière, mais séparé en quelque sorte par la frontière franco-espagnole. Et cet hôpital a pu être réalisé parce qu'on a réuni les besoins et les moyens de part et d'autre de la frontière. Comme on est en zone rurale, ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas réuni les 2 côtés au service du bassin de vie transfrontalier. Donc là aussi, des financements européens par Interreg, un outil européen qui est le groupement européen de coopération territoriale pour porter la gouvernance de l'hôpital, mais toute une série de difficultés qu'il a fallu résoudre. Comment on gère des soins avec une équipe mixte franco-espagnole de médecins ou d'infirmières, comment est-ce qu'on gère la vie quotidienne, l'état civil, les ambulances, et c'est en fait, ça marche très bien déjà, mais on résout encore tout le temps un certain nombre de difficultés. Il faut accompagner tout ça avec une ingénierie. Une autre réalité, cette fois sans équipement nouveau, mais très intéressant, c'est les zones d'accès aux soins transfrontaliers, les OAST franco-belges. Là, ce sont des zones qui étaient bien équipées déjà en hôpitaux, mais l'idée, c'est de faire fonctionner par-delà la frontière des réseaux de soins pour optimiser le service aux populations. Quand on est à Givet, dans le nord des Ardennes, c'est plus facile d'aller se faire soigner du côté belge que du côté français, en tout cas pour certains types de soins. Et tout ça, ça s'organise, et c'est quelque chose de très prometteur pour beaucoup de territoires. Alors, je vais maintenant donc donner quand même quelques éléments sur les programmes Interreg qui cadrent en quelque sorte non seulement le financement, mais aussi l'organisation de ces frontières, puisque sur toute frontière, il existe des programmes Interreg. Et donc, on a un premier volet de ce programme Interreg 2021-2027 qui est le volet transfrontalier. Comme vous le voyez sur cette carte, l'ensemble des frontières terrestres françaises est couvert par ces programmes Interreg organisés sur chaque frontière, y compris il y a une coopération maritime, comme on le voit ici, et peut-être Sébastien nous en dira un mot tout à l'heure. Il y a aussi un programme France-Italie maritime avec le Royaume-Uni. On a bien sûr malheureusement plus de programmes Interreg transfrontaliers, mais quand même la possibilité, on pourra répondre aux questions, de continuer de travailler avec les collectivités anglaises. Alors ça, c'est une échelle donc, qui ne concerne pas tout le monde, qui concerne la bande frontalière terrestre et maritime, mais on a d'autres programmes, et je sais, je vois en voyant la liste des participants ce matin qu'il y a des
des personnes qui viennent de territoires non frontaliers, eh bien, il y a aussi des programmes pour vous. Ce sont des programmes qu'on appelle transnationaux, qui couvrent pour le coup toute l'Europe, et donc chacun de vos territoires est concerné par au moins un programme de ce type. Pour la France, on a par exemple l'espace alpin, l'espace méditerranéen, le sud-ouest européen sur l'ensemble de la péninsule ibérique et du sud-ouest français, l'arc atlantique ou également l'Europe du nord-ouest, et puis des programmes également dans les régions d'outre-mer. Je ne sais pas si l'outre-mer est avec nous ce matin, mais il y a effectivement des possibilités aussi dans ces régions. Et donc ça, c'est pour traiter des sujets qui ne sont pas seulement locaux, mais qui peuvent être des sujets de corridors de transport, de gestion de grands espaces naturels communs, comme un massif de montagne comme les Alpes, ou une mer comme la Méditerranée. Et c'est également extrêmement important. Et donc, sur Interreg, je vous invite à vous mobiliser, à éventuellement demander des informations, soit à la MOT, soit aux régions qui gèrent ces programmes, ou à l'Agence de cohésion des territoires, avec éventuellement l'appui aussi de la Banque des territoires pour monter des projets. On est à un moment où ces programmes sont négociés et vont être lancés avec des appels à projets pour la période 2021-2027. C'est juste le bon moment d'utiliser cet outil. Alors, voilà, là, ça c'est la coopération dans les régions d'outre-mer, comme vous le voyez, dans les différentes parties du monde où il y a des territoires français qui ont vocation à coopérer avec leurs voisins. Alors, un petit mot de la crise et surtout de ce qu'elle nous inspire pour améliorer encore à l'avenir la possibilité de faire des projets transfrontaliers. Donc, on a... tous les territoires mondiaux, je dirais, ont été bien sûr frappés par la crise sanitaire. Les régions frontalières ont été particulièrement touchées, et on a eu l'occasion à la MOT d'en faire un petit peu le récit et de faire une analyse de ce qui s'est passé, qui est assez emblématique pour révéler justement que ces frontières finalement existent toujours. Et on l'a fait à l'échelle européenne, en fait, pour le compte de la Commission. Et donc, pour résumer les résultats de cette étude, on voit qu'en fait, il y a un aspect multidimensionnel. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a eu les travailleurs transfrontaliers qui soudain étaient empêchés de franchir la frontière, ce qui pouvait poser des problèmes énormes dans le cas où c'est un travail vital. Je pense par exemple au Luxembourg, où en fait une partie des soignants vient de France, et donc il a fallu laisser la frontière ouverte. Mais ça vaut aussi pas seulement pour le travail, mais pour des activités de la vie quotidienne qui sont parfaitement légitimes par-delà les frontières et qui tout d'un coup étaient empêchées. Ensuite, on a eu effectivement les personnes en tant qu'usagers de services publics qui tout d'un coup n'avaient plus la possibilité de bénéficier de ces services. Mais il y avait aussi une dimension citoyenne. Paradoxalement, la citoyenneté européenne n'avait plus cours, dans le sens où ce droit de franchir les frontières était arrêté, et on contrôlait la frontière sur la base de cartes d'identité nationale, ce qui n'a aucune pertinence d'un point de vue sanitaire. Donc, on comprend le réflexe premier, mais il faut maintenant en tirer des leçons. Ensuite, il y a une dimension aussi, des dimensions plus immatérielles. Tout d'un coup, ce qui manquait, c'était aussi l'information. C'est vrai aussi dans un contexte national, mais encore plus en transfrontalier. Tout d'un coup, les habitants des régions frontalières ne comprenaient pas ce qui se passait de l'autre côté de la frontière, ne comprenaient plus les droits qu'on avait, est-ce qu'on pouvait passer ou pas. Et tout ça s'est déroulé pendant 2 ans. Donc un vrai enjeu d'information transfrontalière, et aussi des enjeux culturels, voire en termes de confiance. Tout d'un coup, la fermeture de la frontière a marqué dans les esprits, dans certains cas, une crainte effectivement de l'étranger qui revenait, et au contraire, il y a eu aussi une mobilisation des citoyens qui entendaient bien continuer à coopérer par-delà les frontières et qui se sont mobilisés pour refaire venir la coopération malgré la crise. Et puis, aussi une réalité aussi finalement mal connue, qui est que nous ne sommes pas seulement des individus, les gens vivent dans des couples, dans des familles, dans des communautés, et qui soudain étaient séparés par la frontière. Donc, un besoin de prendre en compte pas seulement des individus juridiques, mais une réalité
de la vie transfrontalière. Et donc la leçon, c'est vraiment à l'avenir de travailler sur des bassins de vie transfrontaliers. Ça vaut pour des régions urbaines comme rurales, et d'avoir cette approche fonctionnelle par-delà la frontière. Et donc, pour être concret, je vous donne un exemple d'une politique publique qui a évolué récemment et de manière positive. C'est sur la frontière franco-allemande, il y a eu un traité signé, c'était juste avant la crise, mais ça a bien montré dans le courant de cette crise comment de nouvelles institutions, de nouveaux fonctionnements pouvaient faciliter la vie des régions frontalières. Le traité d'Aix-la-Chapelle, donc entre la France et l'Allemagne, a un volet transfrontalier. Il a créé deux innovations. La première, c'est de reconnaître en franco-allemand le rôle des collectivités et des groupements transfrontaliers, en l'occurrence les eurodistricts franco-allemands, et qu'il fallait leur donner, faire évoluer éventuellement leurs compétences, leur donner ou leur garantir des ressources spécifiques pour coopérer, et surtout des procédures accélérées pour résoudre tous les obstacles qu'on rencontre dans ces projets transfrontaliers. Et ça se passe au niveau d'un comité de coopération transfrontalière qui réunit, avec un travail technique quotidien et des réunions politiques régulières, les deux États, y compris le niveau fédéral allemand, bien sûr les Länder, la région, les deux départements français concernés, l'Eurométropole de Strasbourg, les eurodistricts, mais également des parlementaires nationaux qui peuvent, je dirais, écouter les difficultés. Le but, c'est de les résoudre le plus possible localement, mais l'idée, c'est de faire remonter les difficultés au niveau de Paris et de Berlin pour les éléments de législation nationale qui peuvent le nécessiter. Et donc, ce comité est chargé de coordonner l'observation, une stratégie commune de projet, d'assurer le suivi des difficultés. Et on en a eu une illustration avec la loi 3DS. Vous connaissez tous cette loi qui a apporter des solutions nouvelles, et sûrement il faudra encore d'autres lois pour les territoires. Mais sur le transfrontalier, on a pour la première fois une loi de ce type qui a un volet, un chapitre transfrontalier qui a amélioré un certain nombre de dispositifs dont je pourrais éventuellement vous donner des éléments si vous avez des questions. Et ce qui est intéressant, c'est que ça concerne les autres frontières. Le même type de traité a été signé avec l'Italie l'an dernier. Un traité était envisagé avec l'Espagne, et on sent que ça traduit, en tout cas du côté français, l'idée qu'il faut vraiment qu'on arrive à mieux appareiller cette coopération avec les acteurs des différents niveaux, local ou régional bien entendu, mais aussi national ou européen. Et donc, juste pour bientôt arriver vers la fin, au niveau européen, on a une discussion en cours au Conseil. Il y a un projet de législation sous forme de règlement Code Schengen. Alors vous allez dire, Schengen, c'est surtout les frontières extérieures, malheureusement d'actualité, mais il y a aussi dans ce projet de règlement l'idée d'une reconnaissance des régions transfrontalières pour justement garantir la vie des bassins de vie transfrontaliers, y compris en cas de crise, et que les États prennent mieux en compte cette réalité des territoires frontaliers. Voilà, pour cette introduction, j'ai fini. Oui, pardon, il y avait une slide avec un lien, mais c'est pas grave. Donc n'hésitez pas tout à l'heure à poser des questions, mais aussi à nous contacter dans les jours, les semaines à venir sur vos enjeux. Alors, transfrontaliers ou plus larges, transnationaux ou autres, et vos interlocuteurs sont effectivement la mode, pourquoi pas, mais aussi les directions régionales de la Banque des Territoires, l'Agence de cohésion des territoires, etc. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions. Merci de votre attention. Merci Jean pour cette présentation complète. Donc je passe la parole à Sébastien Viano qui va donc nous présenter une mise en œuvre d'une coopération transfrontalière sur le territoire de métropole de Nice. Je vous laisse la parole, Sébastien. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez et que vous me voyez correctement. Voilà, vous devez voir ma présentation. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Je remercie Jean Perroni, je remercie également la Banque des Territoires de m'avoir convié ce matin pour cette réunion très intéressante. On a constamment besoin dans le domaine de la coopération transfrontalière d'échanger entre nous justement sur de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire, puisque c'est une matière assez vivante qui répond à tous nos enjeux de territoire. Premièrement, juste quelques grandes idées avant de détailler ma présentation.
La coopération transfrontalière aujourd'hui est vraiment un champ d'action très stratégique pour les territoires, alors notamment pour les régions. Je viens d'intégrer la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur comme nouveau directeur général adjoint en charge de l'Europe et des coopérations, et notamment transfrontalières et méditerranéennes. Et auparavant, j'étais directeur Europe coopération à la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc ma présentation aujourd'hui traitera du territoire régional et puis avec un focus métropolitain, comme l'a demandé aussi la Motte aujourd'hui. Donc stratégique à plus d'un point, et notamment, comme le rappelait Jean Perroni, le contexte de crise n'a fait que renforcer cet aspect stratégique des coopérations transfrontalières. Les territoires que je représente aujourd'hui se sont dotés d'équipes expertes dans ces domaines. C'est très important pour ceux qui nous écoutent. On peut investir ce champ de coopération stratégique à condition aussi d'en s'en donner les moyens. Et je crois qu'il y a mes équipes anciennes et mes équipes nouvelles qui sont connectées aujourd'hui, que je salue. De grands enjeux thématiques aujourd'hui pour nous sur ces coopérations transfrontalières. Évidemment, le changement climatique et les risques. Pourquoi? Parce qu'on est sur une zone que certains d'entre vous doivent bien connaître, qui est une zone riche au niveau environnemental, mais qui est aussi très vulnérable. Vous le savez aussi, ce territoire a subi une tempête dramatique en octobre 2020 avec justement la tempête Alex qui a ravagé les vallées franco-italiennes. Des grands enjeux en termes de transport, de mobilité, puisqu'on n'est pas sur une frontière forcément facile sur notre territoire, contrairement à d'autres frontières où les territoires sont plus plats. On a beaucoup de montagnes, et j'y viendrai tout à l'heure, des enjeux de santé avec des enclavements de population, un difficile accès aux services publics, et des gros enjeux d'attractivité à penser en commun. Il y a un récent rapport de l'OCDE en 2022 qui encourage justement ces territoires de l'espace transfrontalier à penser leur développement économique et d'attractivité ensemble. Des gros enjeux financiers, c'est très important qu'on en parle aujourd'hui, puisque c'est la Banque des Territoires aussi qui organise tout ça. Et je pense qu'il est fondamental aussi qu'on ait ces réflexions avec la banque, justement pour identifier les besoins d'investissement et également les projets structurants et comment on pense au montage financier justement pour accompagner ces investissements transfrontaliers, qu'il s'agisse de subventions, de prêts ou de blending. Enfin, il y a beaucoup de choses à discuter ensemble. Et aussi quelque chose de très particulier que je vais vous présenter en quelques mots, c'est l'approche projet, qui est souvent une approche qui nous permet justement de lancer les stratégies. On pourrait penser que les stratégies doivent venir avant les projets, mais pas forcément en fait. Voilà. Au niveau du cadre stratégie, pour vous expliquer, au niveau des régions, on fonctionne avec un STRADET. Alors, c'est un acronyme que certains ne connaissent pas vraiment. C'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et il est fondamental de noter que ce STRADET, il fixe des objectifs à moyen et long terme. Et notamment, on a une orientation qui est assez justement centrale et qui concerne le positionnement géostratégique de notre région. Et pour ceux qui connaissent la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous savez qu'on est entre mer et montagne, au cœur d'un espace méditerranéen, mais aussi d'un espace alpin. Donc, ce qui nous encourage évidemment à penser nos coopérations de manière très large. Je vais vous présenter un peu l'évaluation de cette période 2014-2020 qu'on a clôturée et qui est fortement liée aux programmations de fonds européens. On a été accompagné à la région comme à la métropole par la mission opérationnelle transfrontalière qui aujourd'hui est pour nous une aide extrêmement précieuse pour penser nos stratégies, accompagner nos réflexions en permanence, surtout pour mettre en place des consultations, des approches participatives. Ça, c'est vraiment fondamental, puisque ces stratégies, l'intérêt, c'est pas qu'elles soient justement complètement top-down, mais qu'elles fassent vraiment le bénéfice de toutes ces approches de terrain. Pour la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, je vous synthétise ici sur deux graphes les espaces de coopération. Ces espaces de coopération, en fait, ils sont reliés au programme Interreg qu'évoquait Jean Perroni, qui sont en fait des sources à la fois de coopération stratégique et de financement majeur pour les territoires. Donc, vous voyez sur le côté gauche l'espace dit du programme Alcotra, qui est, en fait prend une partie de la région sud. Vous voyez également une partie de la Ligurie, une partie du Piémont, et également le Val d'Aoste. Donc ce programme nous finance énormément de projets, j'y viendrai tout à l'heure, et notamment sur une partie montagne pour le développement rural. Le deuxième programme que vous voyez sur le côté droit du slide est le programme Maritimo, donc qui est plutôt sur l'espace littoral, et qui a pour particularité de nous associer à d'autres régions italiennes, alors à nouveau la Ligurie, mais également la Toscane, et également la Sardaigne, et au niveau français, nous avons également la Corse. Voilà. La valeur ajoutée de ces programmes, je ne vais pas rentrer dans le détail. Fondamentalement, ces programmes ils nous permettent d'expérimenter des choses en commun,
c'est déjà très important d'innover. Grâce à ces programmes, en fait, on arrive à mettre en place des partenariats très agiles, multi-acteurs. Et puis surtout, il y a une incitativité financière qui est très importante. J'y reviens parce qu'on parlait tout à l'heure de comment on finance ces coopérations. Il y a des taux de cofinancement dans ces programmes européens qui sont variables, mais qui sont généralement très élevés. C'est une prime justement à la manière de faire au niveau européen, contrairement aux fonds structurels où on travaille tout seul. Là, on est vraiment sur de la coopération territoriale. Donc l'Europe nous aide parfois à hauteur de 85%. Alors on va avoir des taux qui vont un tout petit peu diminuer sur ces nouvelles périodes de programmation, mais ça reste très intéressant et ça nous permet d'adresser en fait des sujets communs, des défis communs et de trouver des solutions communes. Donc c'est très important. Alors une petite nuance, c'est vrai que dans ces programmes Interreg, on l'a pas dit, le financement des investissements est la partie la plus mineure en fait. Dans ces programmes, on finance surtout des coopérations, des échanges de bonnes pratiques, des études, etc., etc. Quand on passe à la question des investissements, c'est là que se pose le vrai sujet de comment on va financer des investissements lourds et structurants dans un espace transfrontalier. Alors, pas uniquement sur une approche subvention et pas uniquement sur des Interreg. On verra comment on peut mobiliser d'autres outils de financement, que ce soit le mécanisme d'interconnexion en Europe pour des domaines ferroviaires, que ce soit des prêts de la Banque européenne d'investissement qui est devenue la Banque européenne du climat, ou alors des investissements territoriaux intégrés transfrontaliers. Enfin voilà, il y a une famille de sujets d'investissement à réfléchir en commun. Je vous montre un petit exemple aussi de ce programme Alcotra. C'est assez intéressant à vous expliquer. Ce programme, il fonctionne aussi avec des plans. Donc, on est vraiment sur de la planification. Alors, il y a des plans intégrés thématiques. Donc, il peut y en avoir sur l'innovation, la culture. Et dans ce cas-là, il couvre l'entièreté de la zone de coopération couverte par le programme en tant que tel. Et puis, on a un autre outil qu'on a énormément utilisé à la fois à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la fois à la métropole Nice-Côte d'Azur. C'est ce qu'on appelle les PITER, donc un nouvel acronyme qui veut dire plans intégrés territoriaux. Et en fait, ça vous montre en fait sur ce slide avec toutes les couleurs que vous voyez, les différents PITER qui ont vécu durant cette période de programmation 2014-2020 et qui correspondent en réalité à des périmètres cohérents, périmètres qui n'ont pas été décidés ni par Bruxelles ni par les autorités du programme, mais en réalité par les acteurs eux-mêmes. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est parti de diagnostics, d'analyse force, faiblesse, opportunité, menace, vous connaissez ça très bien. Et en fait, les acteurs ont décidé de se mettre en commun ensemble pour définir des stratégies de coopération avec des axes stratégiques, des priorités d'investissement et avec la volonté de concentrer l'intervention européenne sur des besoins très particuliers. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. On est vraiment sur des approches de financement qu'on appelle intégrées puisqu'elles sont plurithématiques. Je vous fais maintenant un focus sur le cadre stratégique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, Jean l'évoquait tout à l'heure, c'est très important de connecter en fait ces stratégies territoriales à des cadres nationaux politiques ou à des cadres européens qui encadrent l'entièreté de ces coopérations plus locales. Alors, au niveau franco-italien, puisque c'est bien le propos qui est le mien aujourd'hui, on est dans un contexte très particulier. Jean Perroni évoquait tout à l'heure le traité d'Aix-la-Chapelle. Au niveau territorial, on a beaucoup œuvré pour avoir le pendant au niveau franco-italien et justement pour densifier les questions de coopération transfrontalière dans ce traité. Donc on a le traité du Quirinal qui a été signé en novembre 2021, qui est pour nous maintenant notre nouvel horizon avec un cadre politique et juridique complètement nouveau et notamment un peu sur le modèle de ce qui s'est fait au niveau franco-allemand, la création d'un comité de coopération transfrontalière. Alors pour l'instant c'est uniquement dans les lignes du traité, reste à mettre en œuvre ce nouvel outil, mais c'est en tout cas pour nous assez enthousiasmant de se dire qu'on va pouvoir bénéficier de ce nouvel outil de gouvernance. Je ne vais pas revenir sur la loi 3DS, je ne vais pas revenir non plus sur les bassins de vie transfrontaliers qu'a évoqué Jean Perroni. C'est très important puisque quand on parle de coopération, on parle aussi de ressenti dans la vie des habitants. Jean évoquait tout à l'heure les pendulaires, etc. Il y en a 40 000 à notre frontière qui font des trajets tous les matins pour aller travailler. Donc il y a vraiment aussi cette question de l'appartenance un peu transfrontalière sur laquelle on travaille. Donc on raisonne évidemment sur les conditions de vie des gens. Très important de relier aussi au niveau européen avec les territoires transfrontaliers qui sont vraiment conçus aujourd'hui par la Commission comme les laboratoires de l'intégration européenne. Donc ça, c'est vraiment important. On a vraiment une vocation innovante. Et puis aussi, on est le territoire de nouvelles stratégies de coopération européenne qui s'appellent les macro-régions. Donc ce sont des cadres qui ont été définis vraiment sur des espaces régionaux. Au niveau de notre région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est très fiers d'avoir été très moteur sur la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine. Assez moteur pour avoir convaincu et la Commission européenne et les différentes régions et pays concernés, il y en a 7, justement pour avoir une structure de coopération vraiment pérenne qui soit installée à Nice. Donc il y a un secrétariat qui se monte à Nice aujourd'hui pour piloter cette nouvelle stratégie sur les Alpes.
On est aussi dans un contexte particulier à la région. Je vais aller vite sur ce sujet. On va adopter un nouveau cadre stratégique. Donc, tout ce que j'ai évoqué à l'instant va nourrir cette stratégie qu'on va adopter dans les semaines et mois qui viennent. Donc, tout le travail qu'on a fait avec la MOT, tout ce contexte au niveau européen. Et puis, on a commencé à travailler sur des priorités, la gouvernance, la résilience du territoire. Je vous l'ai dit, c'est le mot très important pour nous avec la destruction des vallées qu'on a connues. Également, l'attractivité économique, l'accessibilité des territoires chez nous, c'est fondamental. Et puis encore une fois, la qualité de vie des habitants, l'emploi, la formation, la santé. Je fais maintenant un focus, si vous me le permettez, sur la métropole Nice-Côte d'Azur. Peut-être que certains ne connaissent pas bien le périmètre de cette métropole, en fait, qui en réalité a été la première métropole créée en France en 2012 avec un statut expérimental. Certains auraient voulu que son périmètre soit purement littoral pour des raisons de connectivité ou alors de lien économique. En réalité, il a voulu être décidé de faire un périmètre plutôt à la fois cohérent au niveau historique, au niveau des solidarités territoriales, pour connecter en réalité la mer et la montagne, l'urbain et le rural. Voilà, donc cette métropole aujourd'hui, elle a 51 communes et elle est assez unique en France justement, puisqu'on y trouve à la fois des ports et des stations de ski. Notre choix, ça a été en 2015, quand moi j'étais arrivé dans ce poste à l'époque et que j'ai relancé la stratégie de coopération de la métropole Nice-Côte d'Azur, c'était de commencer par les projets. Je sais qu'à l'époque, on avait une discussion avec Jean Perroni, il m'avait dit, mais normalement, on commence par les cadres stratégiques, Sébastien. J'ai dit, bah, écoute, je n'ai pas le temps de faire un cadre stratégique. Il y a des appels à projets européens, il y a des fonds à lever, et puis ça va nous mettre un petit peu dans le bain, en fait. On va se faire connaître, on va commencer à mettre en place des stratégies de coopération, de l'acculturation aussi pour les collectivités locales, parce que c'est pas anodin non plus de se lancer dans tous ces champs de coopération. Il y a une ingénierie financière derrière à mettre en place, des RH à mobiliser. Bah, c'est bien que le résultat il est très positif et on peut s'en féliciter puisque la métropole a été le premier EPCI en fait régional pour la captation de fonds Alcotra, notamment sur la période 2014-2020 avec ses 26 projets et 6 millions d'euros quand même qui ont été levés, ce qui n'est pas inintéressant. Et puis donc cette approche projet qui nous a permis d'embrayer après sur une stratégie. Stratégie donc pour laquelle on a été accompagné avec beaucoup de sérieux par la mission opérationnelle transfrontalière. Ce schéma de coopération transfrontalière qui a été développé, en réalité, il était obligatoire pour la métropole. C'était une obligation dans la loi MAPTAM d'organisation des métropoles, alors aussi bien pour Lille que pour Strasbourg. Et on avait été financé par le pacte État-métropole. Donc l'État nous avait financé justement pour développer ce schéma avec l'aide de la MOT, avec quelques grands domaines prioritaires qui ont été définis. Donc justement, plusieurs échelles de coopération que je vais vous montrer et avec en fait 4 enjeux. Vraiment structurer ce bassin de vie que j'évoquais au niveau littoral, qui est vraiment celui où on voit le plus de déplacements de population. Travailler aussi sur l'espace montagne, comment on développe la ruralité, comment on développe ces territoires qui sont en fait des réservoirs de croissance. Comment on met en place aussi des coopérations intermétropolitaines, hein, c'est très important notamment sur les champs de l'innovation, de l'économie, alors avec Nice, Gênes, Turin, puisque ce sont les grandes métropoles, puis aussi la principauté de Monaco, puisque nous, c'est ce qui fait notre spécificité un petit peu aussi dans cette frontière, c'est que la métropole, par exemple, elle est frontalière à la fois de l'Italie par le Haut-Pays, par des petits villages, et également de Monaco par Cap d'Aille, donc à la fois avec un pays de l'Union européenne et avec un pays hors Union européenne. Voilà, même si effectivement on n'y pense pas toujours, en réalité il y a ce type de questions à prendre en considération aussi quand on fait nos coopérations. Là, je vous synthétise les échelles qui avaient été définies avec l'aide de la mode. Donc cette échelle de proximité que vous voyez en bleu, cette échelle de coopération plutôt sur l'espace montagne, une échelle d'innovation et plutôt à dimension économique et de rayonnement économique, voilà, que vous voyez avec les grands pôles métropolitains et Monaco, et puis une échelle d'influence qui est beaucoup plus large, qui est en fait comment cet espace, de manière cohérente, il rayonne au niveau européen, méditerranéen, vraiment pour se faire reconnaître comme un modèle. Donc sur la proximité, vous voyez que les grands enjeux, c'est l'emploi, l'économie, les crises aussi, puisqu'on a connu aussi beaucoup de phénomènes de crise, que ce soit au niveau sanitaire, avec des problématiques de mobilité de population, ou alors des grandes inondations, voilà. Et tout ça nécessite une réflexion sur comment on finance des projets en commun. L'échelle de montagne, on est plutôt sur l'accès aux services publics, qu'évoquait tout à l'heure Jean Perroni, notamment dans le domaine, que ce soit des tiers-lieux, que ce soit l'accès justement au numérique, que ce soit la santé, notamment, le développement de certaines filières aussi, l'écotourisme, je pense particulièrement, la protection de notre patrimoine naturel. Alors, on a un projet qui est particulièrement exemplaire qui s'appelle le Piter Alpimed et je vous invite à aller regarder son site internet, vous verrez vraiment le dynamisme des coopérations mises en place, notamment sur la lutte contre le changement climatique, l'emploi en montagne, etc.
Une échelle d'innovation intermétropolitaine que j'évoquais tout à l'heure. Donc vraiment, là, on est sur du stratégique, hein, et notamment, la métropole avait déjà en 2015 une convention de coopération particulière avec Monaco, ce qui était assez innovant à l'époque, entre un territoire, donc une collectivité locale française, et un État tiers. Donc on a capitalisé sur tout ça, on est allé encore plus loin. Et puis vous voyez sur cette échelle macro-alpine et méditerranéenne des gros enjeux de financement, et je vais me concentrer sur ça, notamment sur les transports. C'est très important sur les lignes ferroviaires. Donc grâce au lobbying de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du président Renaud Muselier, aujourd'hui la ligne Marseille-Gênes, elle est vraiment reconnue dans les corridors européens sur les RTET, les réseaux transeuropéens de transport, ce qui va nous permettre de pouvoir financer des investissements très lourds, justement pour mieux connecter ces territoires, et notamment avec la haute vitesse pour les trains. À Nice aussi, il y a un grand projet en cours de réflexion sur une navette maritime entre Nice et Monaco. Donc Jean évoquait tout à l'heure les tramways. Nous, de notre côté, on réfléchit justement à cet aspect maritime. Alors c'est pas simple non plus, hein, parce que vraiment il y a beaucoup de préoccupations à la fois juridiques, d'investissement à prendre en compte. Mais en tout cas, c'est un beau projet qui est dans les tuyaux. Et puis je terminerai par une initiative, puisqu'on parlait des citoyens. Très important de donner la parole, et notamment aux jeunes aujourd'hui sur ces territoires. Ces jeunes qui ont vraiment beaucoup de préoccupations, que ce soit sur les questions d'emploi, d'économie, de création d'entreprises. Nice a organisé très récemment, et on a été très fiers, un forum citoyen transfrontalier avec aussi l'appui de la MOT, qu'on remercie à nouveau, et aussi les centres Europe Direct de l'espace transfrontalier. On a donné la parole aux jeunes, et c'était très intéressant avec ces jeunes, dans les grandes idées qu'ils nous proposent, c'est travailler notamment sur les grands investissements dans les énergies renouvelables, c'est travailler justement sur le marché de l'emploi, la création d'entreprises. Donc, encore une fois, tous ces sujets-là sont franchement partagés par l'entièreté des acteurs. Et puis, je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez. Je vous remercie. Merci Sébastien pour cette illustration précise. Donc, comme je vous l'annonçais dans l'introduction, nous allons passer aux questions-réponses. Donc, je passe la parole à Raphaël. Est-ce qu'il y a eu des réactions, Raphaël? Bonjour à toutes et tous. Merci Pascal. Alors effectivement, pour l'instant, dans le chat, on n'a pas encore eu trop de questions, mais je vais en tout cas essayer de briser la glace. Mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser ce chat pour partager à la fois vos aspirations. On a beaucoup de collectivités qui sont aujourd'hui présentes avec nous, donc n'hésitez pas à partager vos difficultés aussi dans la mise en place, la mise en œuvre de projets concrets sur vos territoires. On essaiera, moi je ferai remonter ces questions-là aux deux intervenants. Et merci aussi pour ces deux présentations, effectivement, avec à la fois le cadre théorique, présenté par Jean Perroni, et puis l'application concrète sur ces deux territoires, le territoire à l'échelle plutôt régionale de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et puis cette application plus concrète avec l'exemple de la métropole de Nice-Côte d'Azur. On a effectivement une toute première question qui vient d'arriver. Quels sont vos interlocuteurs de l'autre côté de la frontière ? Comment on se connecte quand on n'a pas la même organisation administrative? Voilà, peut-être pour une question pour Sébastien, effectivement, comment cela a fonctionné, le contact avec à la fois les Italiens pour tout ce qui est CTE, tout ce qui est Interreg, mais également avec les monégasques. Quelles sont les difficultés aussi dans le dialogue avec les partenaires de l'autre côté de la frontière? Merci beaucoup pour la question. C'est une question effectivement très importante qui nous a beaucoup préoccupés au démarrage de nos coopérations, justement parce que les process de décentralisation sont absolument pas les mêmes d'un côté et de l'autre de la frontière, hein. Parfois, effectivement, on s'est retrouvé dans des réunions, nous, métropole, à l'époque, avec des régions, avec des provinces italiennes qui se disaient mais pourquoi c'est vous, pourquoi c'est pas la région, pourquoi c'est pas le département en France, etc. Et en fait, ces questions, on les a assez vite évacuées à partir du moment où le réseau se constitue. En réalité, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas forcément sur des partenariats miroirs où en fait on doit absolument avoir une région et une région pour tout faire, ou une métropole et une métropole pour tout faire. En réalité, il y a souvent des partenariats multi-acteurs. Après, il est vrai qu'il y a une gouvernance qui existe, il y a une gouvernance dans les programmes de coopération, il y a une gouvernance aussi qui va aujourd'hui se reconstituer à travers les comités
de coopération transfrontalière dans le cadre du traité bilatéral. Donc évidemment qu'il y a des cadres particuliers où ce sont les régions qui parlent entre elles, où par moment, effectivement, on a des relations plus directes, nous, anciennement entre la métropole de Nice et la métropole de Turin, mais parfois on va avoir des relations entre la métropole et la ville du côté italien. Tout dépend en fait des compétences et par moment, en réalité, j'ai envie de dire de l'appétence dans le domaine de la coopération transfrontalière. Et quand on crée des projets, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, souvent en fait on trouve des acteurs avec des niveaux différents, mais qui trouvent des manières de coopérer entre eux. Voilà. Donc c'est ça. En fait, il ne faut pas forcément se fixer en se disant, bon là je parle un peu pour les collègues qui peuvent être connectés. Moi, petite commune, je ne peux pas aller sur ce type de projet. Ou moi, métropole, maintenant il y aura des questions que je me mette à la table avec une région, etc. Ou région qui ne pourrait pas discuter avec des provinces. Non, en réalité, effectivement, il y a des cadres de gouvernance, mais après la coopération, c'est plutôt une affaire de projets concrets. Voilà. Merci beaucoup Sébastien. Peut-être Jean, effectivement, sur cette question de comment identifier les interlocuteurs et puis aussi de la asymétrie en matière de compétences de part et d'autre de la frontière. Oui, merci Raphaël. Je vais répondre à ta question, mais je voulais quand même aussi rebondir à la fois à la présentation de Sébastien et à ce qu'il vient de dire. Sébastien, j'ai effectivement appris avec Nice aussi, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des frontières très différentes. Hein. Vous avez des frontières où la coopération est très ancienne, déjà très structurée, hein, comme sur la frontière franco-allemande. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs que tout marche toujours très bien et qu'il ne faut pas quand même encore progresser, mais c'est vrai que je trouve fascinant le cycle, effectivement, qui a maintenant 10 ans, hein, tu l'as évoqué, hein, et c'est vrai que ce qui s'est passé à Nice, c'est que il y avait vraiment au départ, je dirais, non seulement peu ou pas de projets dans le cadre de ce territoire-là. Enfin, il y avait des projets, mais en tout cas, peut-être Nice n'était pas au moteur autant qu'aujourd'hui dans ces projets. Et il y avait encore moins de stratégie, mais et pas non plus de gouvernance. Il n'y avait pas du tout comment dirais-je, de structure. Enfin, il y avait le parc, il y avait quand même le groupement européen du parc naturel du Mercantour Alpi-Maritime. Il faut saluer ça, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il y a aussi une coopération chambre de commerce, mais enfin, c'était pas du tout structuré. Et en fait, c'est parti quand même par les personnes, hein, parce qu'il y avait quand même, bien sûr, des liens forts entre Nice et l'Italie et aussi Nice et Monaco, des réseaux de personnes et puis une vie transfrontalière. Il y avait aussi des élus motivés, hein, et ça, donc je me souviens de la discussion qu'on avait eue aussi avec toi, mais aussi avec Laurence Navalesi, hein, qui, je crois, nous écoute. Le rôle des élus engagés dans la coopération transfrontalière avec l'Italie au Monaco a été déterminant. Et en fait, ce qui est important, donc ça peut valoir pour d'autres territoires. Si vous voulez démarrer à toute échelle une coopération, il y a effectivement, et on l'a vu aussi pendant la crise, ce qui a permis de redémarrer après les fermetures de frontières, c'est les réseaux de personnes. Hein. Donc il faut commencer par s'engager, franchir la frontière, discuter, mais effectivement, ça suffit pas. Hein. Comme disait Monet sur l'Europe, rien ne se fait sans les personnes, mais rien ne dure sans les institutions. Alors, il ne s'agit pas de créer des institutions pour les créer, mais il s'agit de rentrer dans une logique. Et effectivement, il faut commencer par des projets. De toute façon, les projets sont la finalité. Hein. À la fin, il faut améliorer la vie des gens, la vie des entreprises par-delà la frontière. Ça, c'est des projets qu'il faut faire. Et effectivement, il y a une dialectique à trouver. Il faut s'engager dans des projets concrets parce que ça mobilise les gens. C'est d'ailleurs une mobilisation transfrontalière, mais c'est aussi une mobilisation des structures. Hein. Je crois que vous l'avez aussi très bien fait à Nice. Pas seulement d'avoir un service Europe, mais aussi de faire que ce service Europe dialogue avec l'ensemble des services et que dans chaque domaine, il y ait effectivement une idée qu'il y a un potentiel en termes de mobilité, en termes de gestion des risques, en termes d'environnement, et ça se travaille aussi par une organisation interne, mais on peut le faire que si on rentre dans une logique de projet pour que les gens voient effectivement des résultats et que ça enclenche une dynamique. Et à un moment donné, effectivement, on a quand même besoin, mais c'est pas un préalable, on a besoin d'une stratégie parce qu'il faut écrire ses idées, les faire valider collectivement, se doter de moyens de suivi d'une stratégie, parce qu'il faut connaître, et souvent on ne connaît pas le
l'autre versant de la frontière et les flux qui le traversent ou pas. Et ça suppose aussi, à un moment donné, de construire une gouvernance. Alors, gouvernance, c'est pas un mot, c'est un mot qui est un petit peu savant, mais on parle de gouvernance tout simplement parce qu'il n'y a pas de gouvernement transfrontalier. Hein. Notre organisation nationale ou locale reste dans des cadres nationaux, mais on peut construire ensemble on peut signer des conventions, on peut éventuellement imaginer de faire un groupement européen de coopération territoriale pour tel ou tel territoire. Alors, par rapport à la question après, Raphaël, que tu as posée, après, bon, bien entendu, on rencontre des difficultés. Hein. Il y a incontestablement une énorme dissymétrie qui est systématique sur chaque frontière, hein, c'est-à-dire que si on prend le cas de la France d'une façon générale, la France voisine soit des États fédérés, enfin fédéraux ou fédérés, enfin en tout cas des systèmes fédéraux, comme c'est le cas par exemple avec l'Allemagne ou la Suisse, soit des États très régionalisés, comme c'est le cas avec l'Italie. Hein. Si on prend par exemple le thème de la santé, en Italie, ce sont les régions qui ont la compétence de la santé. Donc c'est dissymétrique. Et ça n'empêche pas, malgré tout, de faire des projets hein, et les réaliser. Mais ça suppose vraiment une ingénierie. Et donc, le propos de la mode, c'est de dire, évidemment, d'abord, cette ingénierie doit être locale et régionale. Hein, et donc, ça doit se passer sur la frontière. Hein, et donc, bon... de ce point de vue-là, la MOT essaye d'appuyer effectivement ce type de démarche et on l'a fait effectivement pour la métropole et pour la région en termes de capitalisation et d'analyse des projets déjà réalisés. Et effectivement, donc, les collectivités doivent être en première ligne, sont en première ligne. C'est aussi l'esprit du traité du Quirinal ou du traité d'Aix-la-Chapelle et notamment d'impliquer ces collectivités locales et régionales et leurs groupements dans ces comités de coopération transfrontalière. Mais ça suppose aussi un appui au niveau national et européen. Alors national, la MOT essaye de le faire en liaison et pour ou avec effectivement la Banque des territoires ou l'Agence de cohésion des territoires. Et c'est aussi au niveau européen. Je voudrais aussi le dire, on a vraiment la chance d'être en Europe. Hein, et là, en plus, on démarre cette période 21-27. Vous avez des programmes dont les règlements européens sont beaucoup plus intelligents qu'ils ne l'étaient il y a encore 10 ans. Ils ont ces programmes, le règlement a identifié le besoin justement d'appuyer, d'améliorer la gouvernance transfrontalière. Ça peut être fait avec l'appui des programmes, et d'ailleurs le programme franco-italien avait anticipé avec les PITER que tu as décrits, et ça continuera. Et il y a aussi maintenant des nouveaux outils au sein des programmes et à l'échelle européenne pour contribuer à la résolution des obstacles. Et ça, c'est très concret. Quand vous ferez ces projets et quand vous rencontrerez des difficultés, vous pourrez décrire vos difficultés et il y aura des moyens de les résoudre en recourant à une expertise, soit effectivement sur chaque frontière, soit à l'échelle européenne. Et en tout cas, la MOT souhaite continuer à être à votre appui à cet égard. Merci Jean. Donc effectivement, comme tu le disais, la programmation 21-27, elle démarre en ce moment avec ce qui signifie de nouveaux appels à projets. Et on a reçu justement une question très pratique hein, sur le montage de ces projets et surtout des partenariats. Donc comment, en quelque sorte, identifier aussi des acteurs à associer dans un projet de coopération territoriale européenne. Comment s'y prendre? Est-ce qu'il existe des sites web? Comment se fait la mise en contact, en tout cas parmi tous les porteurs de projets potentiels sur un territoire? Et là, je pense non seulement au transfrontalier, bien évidemment, on a évoqué le transnational aussi, donc des échelles plus larges, mais on pourrait évoquer aussi le troisième volet, qui est celui de la coopération interrégionale, effectivement, avec des partenariats beaucoup plus élargis et un peu partout en Europe, autour d'un sujet commun, d'une thématique commune. Donc, comment est-ce que peut-être Sébastien, dans un premier temps, vous souhaitez répondre?
Oui, peut-être une expérience, et pour guider un petit peu ceux qui nous écoutent aujourd'hui, effectivement, il est important d'aller regarder ce qui s'est déjà fait sur ces programmes-là, puisque ces programmes existent depuis plusieurs générations. Alors, si on parle de Alcotra ou de Maritimo, vous avez des sites internet qui sont très très bien faits, sur lesquels vous pouvez retrouver les projets qui sont en cours ou les projets de la programmation, même 2007-2013, qui peut vous intéresser. Ça vous montrera un petit peu la manière dont les partenariats ont été créés, cette approche multi-acteurs que j'évoquais. Parfois, on peut être partenaire associé, on peut être délégataire, on peut être aussi prestataire de projet. Il y a plein de manières en fait de travailler dans les projets de coopération. Et puis en fait, chaque programme organise des réunions d'information, alors de plus en plus en ligne, hein, comme on le fait aussi ce matin ou en format hybride. Donc moi, je vous invite vraiment à suivre l'actualité de ces programmes-là, à vous connecter, à participer à ces événements d'information, des événements de lancement aussi qui sont créés pour chacun des programmes à l'orée justement de cette nouvelle programmation des fonds. Et puis parfois, vous avez des événements qui sont vraiment dédiés à la rencontre entre les partenaires. Donc ça, c'est super intéressant. Ça vous permet de venir, il y a une sorte de bourse au projet, et puis les gens viennent en disant, moi, je veux travailler sur un axe lié, je sais pas, moi, au développement de l'économie maritime. Et puis vous arrivez à travailler et à rencontrer des gens sur place qui veulent faire un projet avec vous. Vous avez aussi la possibilité de déposer parfois sur certains programmes, sur le mur en fait du site internet ou dans un espace partenaire, si vous créez un profil, des idées de projet, vos coordonnées, etc. Et puis vous pouvez voir un petit peu comme quand on lance une bouteille à la mer, parfois il y a quelqu'un qui la rattrape, et voilà, vous pouvez rentrer dans des projets aussi de cette manière-là. Et puis après, sincèrement, quand on rentre dans cette famille de la coopération européenne, on se rend compte, dès qu'on a participé à un projet ou qu'on est allé à un événement, spontanément, on commence à être intégré dans un flux d'informations et on reçoit des propositions de projets assez régulièrement. Donc voilà, donc il faut plutôt faire le pas d'aller à la rencontre de cette communauté. Merci Sébastien. Peut-être Jean, un mot assez rapide? Je peux compléter effectivement ce qu'a dit Sébastien, qui est quand même l'essentiel. Effectivement, ces programmes sont là pour vous et ils sont préparés pour accueillir aussi des gens en amont de projets structurés pour me faire une mise en relation, etc. Moi, je voudrais ajouter effectivement que il faut aussi, vous pouvez aussi ne pas savoir en amont du contact avec tel ou tel programme, comment vous orienter, parce qu'il y a ces outils des programmes Interreg, mais finalement tout ça, comme d'ailleurs Sébastien l'a dit tout à l'heure, Interreg ne va pas tout financer, donc il y a aussi, comment dirais-je, à faire le lien avec les programmes du FEDER, les programmes régionaux, avec des financements éventuellement nationaux ou contractuels comme les contrats de plan État-région ou les contrats des CRTE, hein, qui peuvent avoir une dimension transfrontalière. Donc si effectivement vous êtes un peu perdu, vous avez quand même un maillage territorial avec d'abord, je dirais, les régions, hein, sous le contrôle de Sébastien. Les régions sont aujourd'hui un peu en première ligne sur cette programmation européenne, et donc en général vous avez dans les régions des gens qui peuvent orienter, ça peut être vers Interreg ou ça peut être vers d'autres outils. Vous avez aussi bien sûr au niveau et puis je dirais aussi les services déconcentrés de l'État, mais c'est plutôt les régions qui sont en première ligne localement. Après vous avez au niveau national, alors il y a un site, je pense intéressant, qui est Europe en France, hein, qui est un peu le site qui donne un certain nombre d'informations génériques sur les politiques européennes, la politique de cohésion. Et puis vous avez des institutions qui s'appellent effectivement Agence de cohésion des territoires, Banque des territoires, qui travaillent ensemble, donc là sous le contrôle des collègues, hein, et donc vous avez là aussi un premier niveau qui est les directions régionales, et puis après enfin, en tout cas au niveau dans la mise en réseau national sur les enjeux par exemple transfrontaliers, la MOT peut évidemment, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous réoriente, et on a nous-mêmes un site très très bien documenté, une newsletter également auquel vous pouvez vous abonner, voilà. Voilà, je m'arrête là. Merci. Effectivement, je me permets de rajouter qu'effectivement, en termes d'identification de partenaires, il existe aussi une base de données européenne qui s'appelle le KEEP.eu et qui recense en fait l'ensemble des projets Interreg qui ont été menés sur tous les territoires et toutes les frontières européennes. Donc vous pouvez, je vous mettrai dans le chat, je vous le mets à l'instant dans le chat, effectivement, vous pourrez classer par catégorie les types d'acteurs impliqués, le type de projet, le type de programme. Donc n'hésitez pas à consulter en tout cas cet outil. Donc peut-être, alors il nous reste vraiment
2-3 minutes. Donc, une question très rapide pour Sébastien, justement, comme conclusion peut-être. Donc, pour connaître effectivement une partie de l'étude qui a été présentée aussi, dans laquelle la MOT avait été impliquée, il y a eu un vrai changement d'échelle dans la présence de la métropole Nice-Côte d'Azur entre la programmation de 2007-2013 et 2014-2020. Comme on a beaucoup de collectivités qui nous écoutent aujourd'hui, voilà, est-ce que vous auriez une recommandation à faire, peut-être pour des collectivités, pour être justement plus présents dans ces programmes de coopération territoriale européenne et profiter justement de ce qu'ils ont à offrir au territoire? De conseils, je vais y revenir. C'est vrai, Jean Perroni l'évoquait tout à l'heure, c'est très important quand un exécutif local a vraiment une volonté politique très claire aussi pour avancer sur ces coopérations territoriales. On a eu la chance d'avoir des élus à la métropole, c'est également le cas à la région. Donc à la métropole, Madame Navalesi qui siège aussi, je crois, à la Motte. On a également Laurence Boetti-Forestier à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont des élus de terrain, qui ont des liens d'amitié aussi très très forts dans les territoires voisins et qui étaient convaincus aussi de l'importance de ces coopérations. Après, c'est à l'administration de structurer tout ça, d'où l'importance vraiment d'avoir une vision, d'avoir aussi une compréhension de ces programmes. C'est pas donné à tout le monde, donc il faut passer du temps à comprendre ces mécaniques de projet. Il faut se doter en ressources humaines des compétences nécessaires, vraiment, et ça, il faut tirer un chapeau aussi aux équipes dans les collectivités qui sont en capacité de s'acculturer à toutes ces programmations européennes, à l'ingénierie de projet, donc c'est pas évident. Et puis après, il faut un état d'esprit, et donc ça, c'est très important. Si on recherche un retour sur investissement d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre, ça ne se passe pas comme ça, sincèrement. La création d'une image transfrontalière pour un territoire et se faire reconnaître, être crédible, ça prend des mois et des mois, c'est-à-dire montrer qu'on n'est pas là juste parce qu'on a vu de la lumière, pardonnez-moi l'expression, mais aussi parce qu'on a vraiment une vision, parce qu'on a envie de faire des projets ensemble, parce qu'on a envie d'échanger, pas pour venir imposer une vision, mais justement pour apprendre aussi de nos voisins. C'est vraiment l'essence aussi de la coopération territoriale, c'est réfléchir en commun à des problématiques communes. Donc ça prend du temps, il faut avoir de la suite dans les idées, mais sincèrement, quand on tire un bilan d'un effort transfrontalier, on se rend compte que ça a changé l'état d'esprit, ça a amené des fonds, c'est important, même si l'Europe n'est pas une vache à lait, selon moi. C'est important dans les budgets contraints qu'on connaît aujourd'hui dans les collectivités, dans les contextes qu'on connaît, où on doit être très très réactif aux besoins des populations. Il ne faut pas faire l'économie de ce type d'outils. Et puis surtout, je trouve que ça permet une montée en compétence aussi des administrations, des collectivités, parce que quand on se confronte à ce type de programmation, après, sincèrement, le reste vous semble un peu plus facile. Voilà. Merci beaucoup Sébastien. Donc un dernier mot pour Jean Perroni. En 30 secondes, effectivement, peut-être aussi sur la programmation qui s'ouvre. Est-ce qu'elle va permettre de mieux impliquer d'autres partenaires locaux, sociétés civiles, entreprises, associations par exemple? Est-ce qu'il y a des opportunités un peu dans ce sens? Oui, je n'ai pas le temps de les présenter, mais je crois que tout le monde est d'accord, pas seulement les acteurs locaux qui étaient convaincus, mais aussi maintenant les acteurs européens, que tout ça c'est au service des citoyens, qu'il y a même l'objectif 5 qui s'appelle une Europe pour les citoyens, je ne sais plus le terme exact, mais et tout ça c'est citoyens dans les territoires. Et donc mon message rapidement, ça serait de dire faites des projets, non seulement ça sera utile effectivement pour vos territoires et leurs habitants, mais c'est aussi partager des aventures à la fois individuelles et collectives, et ça vaut vraiment le coup pas seulement de rentrer dans une mécanique technique, mais également dans une dynamique humaine par-delà les frontières, et c'est aussi une contribution à l'Europe. Je m'arrête là. Merci. Merci à tous les deux de vos témoignages. Moi, je me permets de glisser une toute dernière information en matière de CTE, Coopération territoriale européenne. Il existe aujourd'hui un MOOC, donc un cours en ligne ouvert à tout le monde, que nous avons conçu pour le compte de la Commission européenne et qui vous permet justement de vous former aussi à ce métier, en quelque sorte, et aussi à apprendre en quoi consiste la CTE, en revenant vraiment aux origines aussi de ces programmes. Donc, je vous mets le lien dans le chat et puis je vous dis à la prochaine fois et merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé au matinal qui se termine. Et donc, je souhaite une bonne journée. Je remercie également le Hub de nous avoir accueillis et de nous avoir permis la réalisation de cet événement. Bonne journée, au revoir.
Merci la Banque des Territoires. Merci.